Aujourd'hui, on va plonger dans la véritable histoire de nos origines, guidée par le paléanthropologue Pascal Pic. Et je vous préviens, préparez-vous à bousculer pas mal d'idées reçues. Ce qu'on a appris à l'école n'est pas toujours toute la vérité. Cette image, on la connaît tous, pas vrai? On l'a vue partout, dans les livres, à la télé, l'espèce de grande marche du progrès, avec l'homme qui finit par se redresser, fier et victorieux. Eh bien, et si cette image si célèbre était complètement fausse? Voilà, le verdict de l'expert est cash. Cette belle ligne droite du singe à l'homme, c'est un mythe, une invention. Alors, si ce n'est pas ça, la vraie histoire, c'est quoi? C'est ce qu'on va démêler ensemble. On commence par le commencement, la plus grande erreur évolutive. Avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit, il faut absolument qu'on déconstruise deux mythes super tenaces qui faussent toute notre vision de l'évolution. Premier mythe à jeter à la poubelle, l'idée d'une échelle. Oubliez cette image d'une montée progressive vers l'homme, l'être parfait. En réalité, l'évolution, ça ressemble beaucoup plus à un buisson hyper touffu avec des branches qui partent dans tous les sens. Chaque branche, c'est une espèce, une tentative. Et la plupart de ces branches, elles se sont arrêtées. Elles ont mené à des extinctions. Nous, Homo sapiens, on n'est pas le sommet de l'échelle, on est juste une des branches qui, pour l'instant, a survécu. Allez, on passe au deuxième gros mythe, la fameuse loi du plus fort. On a tous cette idée en tête que la nature, c'est un combat de gladiateurs où seuls les plus costauds s'en sortent. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Pas du tout. En fait, c'est une très mauvaise traduction de ce que disait Darwin. Il ne parlait pas du plus fort, mais du plus apte. Et la différence, elle est énorme. Être apte, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir les bonnes caractéristiques pour le bon environnement au bon moment. Ça n'a rien à voir avec la force brute. Imaginez une épidémie, un champion de MMA qui n'a aucune défense immunitaire est beaucoup moins apte à survivre qu'une personne toute frêle, mais qui a la bonne résistance génétique. L'aptitude, c'est une question d'adaptation, pas de domination. Deuxième chapitre, nos origines, dans les arbres. Maintenant qu'on a fait le ménage dans les idées reçues, on peut revenir au début de l'histoire. Si tout ne commence pas avec un singe qui se lève dans la savane, alors ça commence où? Pour ça, il faut qu'on remonte le temps, loin. Il y a environ 7 millions d'années. Ça, c'est peut-être le point le plus important à corriger. Non, l'homme ne descend pas du chimpanzé, jamais de la vie. En fait, on partage un ancêtre commun avec eux. C'est un peu comme une grand-mère qui aurait eu 2 enfants, et ces 2 enfants auraient pris de chemins complètement différents. Cet ancêtre, qui n'était ni un homme ni un chimpanzé, a vu ses descendants se séparer en 2 groupes. Un groupe a évolué pour donner les chimpanzés et les bonobos d'aujourd'hui, et l'autre groupe a évolué pour nous donner nous. Les chimpanzés sont donc nos cousins, nos plus proches parents encore en vie. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la clé de notre bipédie, notre capacité à marcher sur 2 jambes, on ne la trouve pas par terre dans la savane, mais dans les arbres. Nos très lointains ancêtres étaient faits pour se suspendre et se déplacer de branche en branche. Et cette adaptation, par un heureux hasard, s'est révélée super utile quand le climat a changé et qu'il a fallu commencer à marcher au sol. C'est un concept génial qui s'appelle l'exaptation. En gros, une caractéristique évolue pour une certaine raison, et des millions d'années plus tard, elle sert à quelque chose de complètement différent. Troisième partie, une famille bien diverse. Maintenant, allons à la rencontre de quelques-uns de nos fascinants ancêtres et cousins qui ont marché sur cette planète bien avant l'arrivée d'Homo sapiens. D'abord, les Australopithèques. La plus connue, c'est bien sûr Lucie. Il y a 3 ou 4 millions d'années, c'était déjà de vrais pionniers. Ils marchaient debout, mais ils restaient aussi d'excellents grimpeurs, très à l'aise dans les arbres. Ils avaient des mâchoires surpuissantes pour mâcher des plantes très coriaces. Et attention, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, ils n'étaient pas juste des cueilleurs, ils fabriquaient déjà des outils en pierre. Faisons un grand bond en avant pour rencontrer Homo erectus. Là, on ne parle plus de préhumains, mais bien de membres du genre Homo. Et c'était de vrais athlètes, avec un corps taillé pour la course d'endurance. Mais leur plus grande innovation, leur révolution, c'est le feu. La cuisson a absolument tout changé. Ça a rendu la nourriture plus facile à digérer, libérant une énergie folle. Et cette énergie, elle a servi à nourrir un organe qui en consomme énormément, le cerveau, qui a du coup grossi de manière spectaculaire. C'est sûrement avec eux aussi qu'un langage plus structuré a commencé à apparaître. Alors, si on résume un peu, on part de l'Australopithèque, encore un peu entre les arbres et le sol, puis on a Homo habilis, l'homme habile, qui commence à manger de la viande et dont le cerveau grossit. Et enfin, Homo erectus, le grand explorateur, qui grâce au feu part la conquête du monde. On voit bien la tendance, on s'éloigne des arbres et le cerveau prend de plus en plus d'importance. Quatrième partie, l'ascension de Sapiens. On fait un nouveau bond dans le temps jusqu'à l'arrivée de notre propre espèce. Homo sapiens. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que pendant très très longtemps, on n'était pas tout seul sur Terre. On a souvent cette image que, quand Sapiens est arrivé, tout le monde a disparu, que c'était la fin du match. Mais la réalité est bien plus complexe. La question est donc, à son apparition, est-ce que Sapiens était la seule humanité? La réponse est un grand non. Pendant des dizaines de milliers d'années,
La Terre était peuplée par plusieurs humanités différentes. Il y en avait au moins 3 en même temps, nos ancêtres sapiens en Afrique, les Néandertaliens en Europe et au Moyen-Orient, et les Dénisoviens, plus mystérieux, en Asie. C'est un monde qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, une planète multi-humaine. Et ces différentes humanités ne se sont pas contentées de se regarder de loin. Quand elles se sont rencontrées, elles se sont mélangées. Elles ont eu des enfants ensemble. La preuve de ça, elle est inscrite dans nos gènes. Aujourd'hui, chez la plupart des gens dont les ancêtres ont quitté l'Afrique, on trouve entre 1 et 4% d'ADN qui vient directement de Néandertal et parfois de Denisova. Nous sommes le résultat de ces rencontres du passé. 5e partie, une histoire à réécrire. Il faut savoir que l'étude de la préhistoire a commencé au 19e siècle, une époque pleine de préjugés. Du coup, l'histoire qu'on nous a racontée a été déformée. Il est temps de corriger ça et notamment de rendre leur place aux femmes. Comme le dit si bien Pascal Pic, en racontant cette histoire, on a oublié une grosse moitié, c'est les femmes. Cette vision d'un homme préhistorique chasseur dominant tout, c'est une projection des idées de l'époque victorienne, ce n'est pas la réalité scientifique. Le cliché de la femme qui attend sagement dans la grotte que l'homme ramène le mammouth, c'est une pure invention. Les analyses des squelettes de femmes préhistoriques le prouvent. Leurs os portent des marques de blessures et un développement musculaire qui montre qu'elles aussi chassaient le gros gibier. Elles n'étaient pas juste des cueilleuses, elles étaient aussi des chasseuses. Leur rôle était absolument central pour la survie du groupe. L'autre gros préjugé hérité de cette époque, c'est l'idée même de race humaine. C'est un concept qui a été inventé pour justifier des horreurs comme le colonialisme, mais qui a été totalement démonté par la science. La génétique est très claire là-dessus, il y a plus de différences génétiques à l'intérieur d'une même population en Afrique qu'entre un Européen et un habitant de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On est une seule et même espèce, Homo sapiens, originaire d'Afrique. Nos différences d'apparence, comme la couleur de la peau, ce sont juste des adaptations très récentes et superficielles au climat. Biologiquement parlant, le racisme est une absurdité totale. 6e et dernière partie, l'évolution, ce n'est pas fini. On pourrait croire que depuis qu'on a inventé l'agriculture et les villes, notre évolution s'est arrêtée. Eh bien, pas du tout. Au contraire, elle continue, elle prend une nouvelle forme et elle s'accélère. L'être humain a toujours évolué main dans la main avec sa technologie. Les premiers outils en pierre ont changé nos mains et ce qu'on mangeait. Le feu a changé notre digestion et notre cerveau. L'art, l'écriture ont transformé notre pensée, nos sociétés. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase avec l'intelligence artificielle. Et ça ne change pas juste nos outils, ça commence déjà à changer notre façon de penser, notre rapport au monde. Au final, cette histoire, ce n'est pas une ligne droite, c'est un buisson incroyable. Et on n'est qu'une petite branche de ce buisson. Aujourd'hui, on invente des technologies qui pourraient bien faire pousser de nouvelles branches totalement inattendues. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Alors qu'on se mélange de plus en plus avec nos propres créations, que voudra dire être humain demain ? L'histoire de notre évolution est très, très loin d'être terminée.